Après Christophe Colomb, Pedro Cabral, engagé par le roi du Portugal, ouvre une nouvelle voie maritime vers l'ouest. La recherche de l'or reste une idée fixe pour les Portugais. Mais ils savent désormais que s'ils échouent, la canne à sucre pourra remplacer ce métal précieux. Le 23 avril 1500, son navire accoste un territoire inconnu. Le départ de Belém. Comme vous le savez, sire, nous nous trouvâmes dans les îles des Canaries. Aperçûmes les îles du Cap-Vert. Nous poursuivîmes notre route sur cette mer, droit vers le large. Au 23 avril, à l'heure des vêpres, nous aperçûmes la terre. D'abord un grand mont très élevé et arrondi, au sud duquel se trouvaient d'autres montagnes plus basses. Puis une plaine couverte de grandes forêts. Pedro Cabral vient d'atteindre le Brésil. Sur les côtes américaines, les gisements d'or sont introuvables. Pour être rentables, ces terres immenses devront être cultivées. Au commerce d'esclaves entre l'Europe et l'Afrique, va bientôt s'ajouter une nouvelle route de traite vers le Brésil. Les Saint-Thomé avaient la tâche non seulement d'aller chercher des esclaves sur les côtes des royaumes africains, de les ramener à Saint-Thomé. Et à partir de 1516, ils vont commencer à les ramener au Brésil. Donc, ils étaient des vrais intermédiaires. Les Saint-Thomé avaient le monopole des fournitures d'esclaves au Brésil. 1516. Au départ de Sao Tomé, des contingents de captifs commencent à embarquer vers le Brésil et les Caraïbes. Entre le royaume Congo, Sao Tomé, le Brésil et le Portugal, se dessinent les premières routes de traite transatlantique. En Europe, chaque année, des centaines de captifs arrivent par les navires portugais. À Lisbonne, les aristocraties noires et blanches vivent sur un pied d'égalité. Elles partagent la même langue, les mêmes intérêts. Toutes s'enrichissent grâce au commerce d'esclaves et du sucre. C'est surtout alors une économie qui se joue entre les élites politiques et marchandes, que ce soit des sociétés européennes ou des sociétés africaines. Et donc les souverains se mettent à collaborer avec les Portugais et certains se convertissent au christianisme et prennent des noms portugais, envoient leurs enfants au Portugal pour être latinisés et faire des études à Coimbra dans l'université portugaise. Donc on a clairement des élites qui deviennent des élites prédatrices. Dans le quartier de Belém, la construction du monastère des Hiéronymites est financée par l'argent de la traite, du sucre et des épices. Le faste de son architecture rappelle l'époque où Lisbonne dominait le monde et inondait de ses marchandises les autres capitales européennes. La traite négrière, et là il faut parler de traite négrière, parce que ça ne concerne que les Noirs, il n'y a plus que des esclaves africains dans cette économie, est la principale source de revenus pour la couronne portugaise et pour une partie alors des élites portugaises. On a un État qui se construit sur les revenus de l'outre-mer. Donc on passe clairement à une autre phase. Avec l'arrivée des Européens en Afrique, l'histoire de l'esclavage entre dans une nouvelle dimension. Le trafic d'êtres humains se resserre exclusivement sur l'Afrique équatoriale. Et par les moyens mis en œuvre, le nombre des déportations atteint des niveaux inégalés jusque-là. Ce tableau montre un quartier aujourd'hui disparu, où blancs et noirs dans cet ensemble. Ici, un homme noir en souliers enlaçant une femme blanche aux pieds nus. Des musiciens jouant pour un couple d'amoureux. Un chevalier de l'ordre du Christ. Enchaînés ou en tenue d'apparat, les Africains apportent leur richesse aux plus petits royaumes d'Europe. Image refoulée d'un temps où le mariage de l'Afrique et du Portugal fit de Lisbonne la première capitale européenne. On estime que dans les années 1500, il y a déjà 10% de la population de Lisbonne qui est une population noire, alors sans compter les descendants. Séville, c'est à peu près les mêmes chiffres. Barcelone aussi. Malaga. Les marchands vont chercher ces esclaves dans les régions frontalières au royaume. Partout, les razzias se multiplient.
Luanda devient l'un des carrefours de la traite transatlantique. Au Congo, le rapport d'égalité entre Africains et Portugais bascule. Luanda est ainsi devenu, à partir des années 1590, le port le plus important d'embarquement des Africains pour les Amériques. 23% à peu près de tous les Africains sont partis de Luanda. Ils allaient en grande majorité au Brésil. C'était de loin la plus grande destination d'Africains pour les Amériques. Près de la moitié des Africains se sont retrouvés au Brésil. Luanda a vraiment été un avant-poste du Brésil. En 1595, Sao Tomé s'embrase. Amador, un captif né sur place, prend la tête d'un soulèvement d'esclaves. Les fils de la terre ne parviennent pas à contenir la révolte. L'expérience santoméenne vient de montrer ses limites. Qu'importe, l'alliance entre les esclaves africains et la canne à sucre a été consacrée. Les Portugais savent qu'ils peuvent désormais exporter leur invention partout. Un à un, ils vont démonter les moulins, les fours, les usines à sucre et les reconstruire au Brésil. L'élément déterminant qui modifie l'orientation de la traite des esclaves, c'est le transfert des plantations d'un côté à l'autre de l'Atlantique. La traite se déplace vers la région des Amériques, qui est la plus proche de l'Europe, à savoir les Caraïbes. Pour garantir la survie de leur modèle économique, les Portugais emportent avec eux les esclaves qui détiennent les connaissances agricoles vers le Brésil. En montrant que ce modèle est exportable aux Amériques, ils donnent l'idée à toute l'Europe d'en faire autant. En 1620, les Portugais sont les maîtres incontestés de la traite négrière. 25 ans après la révolte d'Amador, ils ont déjà déporté 300 000 captifs vers le Brésil et en Amérique centrale. Bientôt, c'est au tour des autres puissances européennes de partir à la conquête du Nouveau Monde. Avec elles, les tentacules de la traite négrière se déploient sur l'Atlantique et vont frapper un nouveau territoire, les Caraïbes.